Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Disney et on va expliquer pourquoi est-ce que Disney, c'est de la merde. Alors je sais que rien qu'en entendant ça, certains vont vouloir m'insulter, vont souhaiter ma mort, mais on va régler le cas de ces gens-là à la toute fin de vidéo. On va montrer pourquoi est-ce que ce ne sont que des aliénés. Alors Disney, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de qualité intrinsèque au film, qui est un problème, mais ce n'est pas forcément le plus gros problème. C'est un problème déjà important, mais ce n'est pas forcément le plus gros problème qu'il peut y avoir avec Disney. Ce plus gros problème, ce serait son hégémonie culturelle, mais on va y revenir. Lorsque je vous dis Disney, vous avez tous une image en tête, et normalement, à moins d'être vraiment particulier, on va dire, vous ne pensez pas à Tomorrowland ou bien à John Carter, vous pensez à Aladdin, au Roi Lion, à la Petite Sirène, à Dumbo, à Blanche-Neige ou je ne sais pas quoi. Vous pensez donc à des dessins animés ou des films d'animation si vous préférez, donc des dessins animés souvent qui chantent, souvent niais et pour gamins. C'est ça l'image de Disney. Et donc j'ai envie de montrer que ces films-là sont en très grande partie totalement médiocres et voire qui sont dangereux pour les gamins. Parce que vous allez me dire, oui, mais Disney fait des films pour enfants. Ou non, je ne pense pas que Disney fasse des films pour enfants, je pense que Disney fait des films pour débiles profonds, ce qui est quand même une différence. Tu n'es pas obligé de rabaisser sans arrêt un gamin et de lui faire bouffer de la merde. Et quand je vois des grands vidéastes comme cette routine féministe ou bien l'obèse qui se prétend cinéphile venir dire qu'ils adorent la petite sirène, moi ça me fait bien rire. J'ai l'impression qu'ils n'ont juste aucune culture. Sans doute n'ont-ils pas lu le texte d'Andersen dont est originaire la petite sirène. Alors pour ceux qui ne savent pas, Andersen c'est donc un auteur danois du 19e siècle et qui a écrit donc entre autres, il a fait plein de choses, La petite sirène. Et donc La petite sirène c'est une histoire qui parle de spiritualité. Et donc Disney a pris ça et en a fait un film pour enfants, pour débiles légers. Alors déjà, il faut bien savoir que les contes, au départ, c'est déjà fait pour les enfants. Je prends les contes de Perrault, c'était des récits de cours pour apprendre aux enfants un peu les leçons de la vie. Si je prends par exemple Le Petit Chaperon Rouge, qui est mon conte préféré, version Perrault, c'est-à-dire la version où le petit chaperon rouge se fout à poil avec le loup dans le lit et se fait ensuite bouffer, c'est pas très subtil, à la fin il y a une petite morale, non ouais les filles faites attention. C'est un récit qui est là pour dire, vous avez sans doute compris, attention, vous allez vous faire violer, faites gaffe. La culture du viol au XVIIe siècle, c'était juste atroce. Et donc les plus puritains d'entre vous me diraient sans doute « Oui, mais c'est une autre époque, on ne peut plus faire ça maintenant, vous vous rendez compte, parler de viol, même si métaphoriquement, aux enfants, ça va être horrible. » Non, c'est juste vous qui êtes des puritains. Il y a des albums pour enfants qui sortent encore de nos jours et qui adaptent la version de Perrault, qui font des réécritures de la version de Perrault. Et je pense notamment à un de mes albums jeunesse préférés, qui est vraiment pour les tout petits, genre 3 ans, il n'y a pas de texte, qui s'appelle juste Le Petit Chaperon Rouge. Ça a été écrit et dessiné par Rascal. Rascal, c'est mon auteur jeunesse préféré, parce qu'en fait, il arrive à être un peu noir, un peu macabre, à faire sentir que les choses ne sont pas totalement aussi manichéennes qu'on veut bien nous le faire croire. Dans la version de Rascal, c'est très simple, c'est à chaque fois une page, il y a une image, il n'y a pas de texte, c'est un peu en pixel art, moi je trouve ça plutôt mignon, plutôt joli, et donc à la fin, tu vois le petit chaperon rouge rentrer dans la maison de la grand-mère, et là tu as une double page entièrement rouge, et ça se termine là-dessus. Là c'est génial pour lire ça avec les enfants, parce que les enfants vont pouvoir interpréter, tu vas pouvoir discuter avec ton gamin et leur dire « Ah, mais qu'est-ce que tu comprends? Mais pourquoi à ton avis, le rouge c'est comme quoi? C'est la couleur de son capuchon, mais c'est aussi la couleur de quoi? Du sang, le loup va la manger, ok ?» On peut leur faire comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait là, on fait travailler le cerveau et on fait travailler l'intelligence, ce qui n'est pas le cas chez Disney. Bon, ça c'est, on va mettre ça à part, mais bref, on peut raconter des histoires tragiques, on peut raconter des histoires horribles aux enfants. D'accord? La question, c'est juste comment est-ce que c'est fait. Donc, il n'y a pas de prétexte de dire oui, bon, mais c'est pour les enfants, donc on a le droit, ça doit être niais et gentil. Non, tu fais juste voir de la merde à tes enfants parce que tu es toi-même une merde, c'est tout. Pour revenir à la petite sirène, c'est donc une histoire de spiritualité. Je vais vous résumer en gros l'enjeu spirituel du conte. Les sirènes n'ont pas d'âme immortelle. Lorsqu'elles meurent, elles se transforment en écume. Les hommes, eux, ont une âme immortelle et les petites sirènes, pour avoir une âme immortelle, il faut qu'elles séduisent un homme. Cependant, elles n'arrivent pas à séduire cet homme, donc ça devrait se terminer mal, elle devrait se transformer en écume, mais là, elle devient une fille de l'air. Une fille de l'air, c'est un troisième groupe, qui sont des personnes qui sont comme les sirènes, non pas d'âme immortelle, mais qui peuvent, si elles font des bonnes actions, avoir une âme immortelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça se termine sur une note, allez, on va dire un peu mitigée. Ok, elle n'est pas immortelle, elle n'a pas réussi à avoir cette âme immortelle, elle n'a pas réussi à faire tomber le prince amoureux d'elle. Par contre, elle a une nouvelle possibilité où si elle fait le bien, elle pourra avoir cette âme immortelle. Alors je ne suis pas hyper sporté spiritualité, reste que je trouve le thème super intéressant. Et si vous allez me dire oui mais la petite sirène c'est pour les enfants, ils ne vont pas comprendre si on parle d'âme immortelle, etc. Il faut savoir que je l'ai fait lire à des élèves de CE2.
D'accord? Et les élèves de CE2, eh ben, ils ont compris qu'on parlait de spiritualité, qu'on parlait d'immortalité de l'âme, qu'on parlait un peu de religion malgré tout. Il ne faut pas prendre les gamins pour des cons. C'est-à-dire que là, ils l'ont lu, ils ne l'ont même pas vu. Hein. Ils ont su lire ce français un peu vieilli, parce que je n'ai pas choisi la traduction la plus moderne non plus. J'en ai choisi une qui était libre de droit. Mais un gamin est parfaitement capable de comprendre si tu lui expliques. En fait, la seule excuse à la médiocrité, ce sont celles que vous vous inventez vous-même. Autre exemple, Hercule, prend le film de Disney qui est juste une merde absolue. Je ne sais pas lequel je déteste le plus entre celui-là et la petite sirène. Mais Hercule, ça n'a rien à voir avec le mythe grec ou le mythe romain si vous préférez. L'histoire d'Héraclès, c'est quand même un mec qui devient fou, qui bute sa femme et ses enfants. C'est pas un mec qui se marie, qui termine heureux. Et à la fin d'Hercule, la toute fin, c'est Hercule qui se suicide parce que sa femme lui a passé une tenue qui était empoisonnée par jalousie. C'est-à-dire que la femme jalouse cause la perte de son mari et à la fin, Hercule est obligé de se mettre à mort lui-même. Vous vous rendez compte du niveau de tragique du truc? Et ça, raconter ça à des enfants, j'ai raconté ça souvent à des gamins en colonie de vacances, les gamins, ils ont des yeux écarquillés, ils sont là, ils adorent. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ça sort des carcans habituels, ça sort de la bien-pensance, ça sort de la niaiserie et surtout, ça leur permet, eux, de se confronter à leur peur, de se confronter à la réalité du monde et surtout à la beauté tragique de l'univers. Parce qu'il ne faut pas croire, les gamins aiment avoir peur, mais surtout, ils ont besoin d'avoir peur. Ils ont besoin d'avoir peur pour pouvoir surmonter sa peur. Il ne s'agit pas là de créer un traumatisme et de leur coller devant un film où il y a un viol pendant 45 minutes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Dans la véritable histoire d'Hercule, il y a un frisson que n'aura jamais la version Disney. Surtout qu'on l'a remplacé par une quête initiatique, mais totalement débile, totalement éculée, déjà vue 150 fois. C'est juste insupportable. Et donc les gens ne connaissent plus la mythologie grecque, ils connaissent Hercule de Disney, les gens ne connaissent plus la petite sirène d'Andersen, ils connaissent la petite sirène de Disney, les gens ne connaissent plus Cendrillon des frères Grimm, ils connaissent Cendrillon de Disney, vous savez la version toute gentille, toute belle, alors qu'en vrai, les sœurs de Cendrillon pour entrer dans la ballerine, elles y rentrent dans la ballerine mais leurs pieds sont trop gros, comment est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles coupent? Coupe le talon, coupe le gros orteil. Le prince est un peu con, il fait « Oh bah regarde, sa scène, ça doit pas être la bonne sœur, on va essayer l'autre. » Et à la fin, les sœurs sont punies. Elles se font crever les yeux par des corbeaux. Les gens ne connaissent plus les Mille et Une Nuits, ils connaissent Aladdin de Disney. Alors oui, je sais bien, Aladdin, c'est pas un conte des Mille et Une Nuits au départ, ça a été rajouté par le premier traducteur, Antoine Galland. Mais maintenant, dans l'inconscient collectif, on ne peut plus vraiment séparer Aladdin des Mille et Une Nuits, tout comme Ali Baba, les 40 voleurs ou Sinbad le marin ne peuvent plus être séparés des Mille et Une Nuits. À tel point que maintenant, lorsqu'on en fait une traduction, la plupart des traducteurs rajoutent Aladdin, Sinbad et Ali Baba, parce qu'en fait, c'est tout simplement une attente du lecteur. Les gens, ils lisent ça pour lire Aladdin. Et Aladdin a tellement été disneyisé que lorsqu'on a le film merveilleux avec Kev Adams qui s'appelle Les Nouvelles Aventures d'Aladdin, au début, Kev Adams, il veut raconter une histoire à des enfants, un peu mise en abîme, façon Sherazade qui raconte une histoire au sultan. C'est pas le truc le plus mal trouvé du film. Et là, on a un florilège, les gamins sont en train de dire « Oui, mais raconte-moi Cendrillon, raconte-moi machin truc, raconte-moi Blanche-Neige. » Et lui, il fait « Non, on va vous raconter Aladdin. » C'est-à-dire que tous ces contes adaptés par Disney sont mis au même niveau qu'Aladdin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de disparité, il n'y a plus des contes de Grimm, des contes de Perrault, des contes d'Andersen. Il y a les contes Disney et là, on adapte une version Disney du conte. Et c'est pareil, lorsque après les mêmes producteurs ils font les nouvelles aventures de Cendrillon que je n'ai pas vues, c'est les nouvelles aventures de Cendrillon. C'est-à-dire qu'en fait, les nouvelles aventures d'Aladin, les nouvelles aventures de Cendrillon, et puis on pourra faire les nouvelles aventures de la petite sirène, les nouvelles aventures de Blanche-Neige, etc. Tout est mis au même niveau, tout est uniformisé par Disney. Et là, on touche l'hégémonie culturelle. Il n'y a plus de mythologie grecque, il n'y a plus de contes européens. Il y a juste Disney, leur version, qu'ils imposent à tout le monde avec une campagne marketing de fou, et que les gens gobent, que les gens avalent de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que toutes les représentations du monde, il y a du Disney dedans. Votre représentation de la mythologie grecque, il y a du Disney. Votre représentation des Mille et Une Nuits, il y a du Disney. Votre représentation de Pocahontas, il y a du Disney. Vous ne connaissez sans doute pas la véritable histoire de Mulan. Par contre, vous connaissez l'histoire de Disney. Et donc, ils ont flingué toute une génération avec leur représentation-là. Et là, ils continuent avec les remakes en prise de vue réelle de leurs grands classiques. Je pense notamment à Cendrillon, Maléfique, La Belle et la Bête, Le Roi Lion qui va bientôt sortir, etc. Ces films-là, ils servent à quoi? C'est pas une démarche artistique, jamais, à aucun niveau. C'est de la merde. Non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils se disent ces jeunes-là, ils ont grandi avec Disney. Ce serait quand même vachement bien qu'ils aient le même film, mais modernisé, pour qu'ils aient une raison de le montrer à leurs enfants. Et donc, ils sortent la même chose, la même histoire, et te la balance, ils te servent la nouvelle soupe pour les gamins. Et donc là, on va formater une nouvelle génération qui va penser que le génie dans les Mille et Une Nuits va ressembler à Will Smith, etc.
C'est-à-dire que toutes les conceptualisations mentales que tu aurais pu faire d'un génie en lisant juste un bouquin, elles vont maintenant passer par Disney. C'est-à-dire que soit tu auras la version du génie du dessin animé, soit tu auras la version Will Smith et il n'y aura plus possibilité d'en sortir. Ce sera ça la seule représentation possible. Il vous flingue totalement le cerveau et vous encourage à flinguer le cerveau de vos enfants en jouant sur votre propre nostalgie. Et vous êtes responsable. Vous avez la responsabilité de dire non, je ne vais pas te flinguer ton cerveau en t'emmenant voir ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne se limite pas à ces productions-là. C'est-à-dire que là, j'ai donné l'image de Disney qu'on connaissait tous, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a John Carter, il y a Tomorrowland, il y a Lone Ranger, qui ne sont pas forcément tous des mauvais films, c'est pas là la question. Mais il y a également les films Marvel, les Pixar, les Star Wars, il y a Disney Channel, il y a énormément de productions, de séries télé qui sont estampillées Disney, ils ont énormément de succursales qui produisent des films. En fait, Disney contrôle tout un empire commercial qui peut rivaliser avec celui de la Fox, qui peut rivaliser avec celui de Warner Bros, etc. Mais là, qui commence à vraiment le dépasser, d'où peut-être le rachat de la Fox, et à centraliser énormément de licences, centraliser énormément de contenus, je ne parle pas là d'œuvres d'art, mais de contenus, qui vont permettre d'obtenir quasiment tout le temps de cerveau humain disponible d'une génération. Et c'est pas là un complot que de dire que les Star Wars, les Avengers, à chaque fois, ils battent le record au box-office. Disney est omniprésent. Et si tu veux, tu peux ne voir que du Disney. C'est pas difficile. Et le pire, c'est que toutes les histoires sont passées à la moulinette Disney. Tu peux trouver du Disney qui se passe dans les îles du Pacifique, là avec le Vaina, je sais pas quoi, là c'était vraiment de la merde. Tu peux trouver du Disney qui se passe en Chine avec Mulan, avec Pocahontas en Amérique. Enfin, il y a tout. Tout est possible, il y a tout pour toi. Toutes les histoires sont passées au moule Disney. On fait rentrer toutes ces différentes civilisations qui ont leurs particularités propres, qui ont leur manière de penser. On les uniformise, on les réduit, on les lisse pour faire un produit empaqueté, exportable partout dans le monde qui plaira à tout le monde. Vous vous rendez compte? Dans le Bossu de Notre-Dame, il n'y a plus rien de français. C'est juste un produit américain avec une belle histoire bien gentille, bien lisse, bien conne, qui n'a rien à voir avec le roman d'origine, qui était une déclaration d'amour à Notre-Dame, et qui permet ensuite d'imposer une vision de ce que c'était le Moyen-Âge en France à l'humanité tout entière. Qu'est-ce que tu connais des mythes du Pacifique? Rien, sans doute rien, mais même grâce à Vania, machin truc, et ben maintenant tu as une idée fausse de ce que c'est que la mythologie dans les pays du Pacifique. Et c'est pas pour rien que le gros qui se croit cinéphile, lui, il parle de consommer le Disney, il parle de recettes Disney. Je ne pense pas qu'il ait l'intelligence pour filer une métaphore culinaire tout le long d'une vidéo. Non, ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement d'avouer que lui, il consomme, c'est-à-dire que lui, il se gave, il bouffe. C'est pour moi, il prend ça comme un produit. Et donc là, on a vraiment l'impression qu'il parle d'un yaourt. Qui parle d'un yaourt qui a ses nouvelles recettes, un yaourt qu'on consomme. Moi, je consomme beaucoup de yaourt. Je suis quelqu'un qui consomme du yaourt, qui consomme des produits laitiers, du laitage. Cependant, la nouvelle recette, là, elle ne me plaît plus parce qu'en fait, ils ont diminué le sucre à cause des diabétiques. Et donc, ben non, moi, j'aime moins. Je préfère quand il y avait plus de sucre. Et puis là, vraiment, les dernières années, ils ont refait une nouvelle formule. Ils ont rajouté une pointe de caramel et maintenant, j'aime beaucoup. Je veux dire, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la même chose. Ces gens-là sont tout à fait conscients de faire des films dans des moules, de les sortir et de pouvoir les empaqueter et les vendre ensuite. Et les gens, ils sont assez cons pour acheter, pour trouver ça bien et pour en redemander. Est-ce que toi, tu dis que tu consommes du musée? Est-ce que tu consommes des pièces de théâtre? Non, jamais de la vie. Même si tu lis les pires bouquins de merde, genre Marc Lévy, est-ce que tu vas dire « Oh, de ma jeunesse, j'ai consommé beaucoup de Marc Lévy ». Mais jamais de la vie tu vas dire ça. Même Marc Lévy, tu ne dis pas que tu consommes du Marc Lévy. Donc pourquoi est-ce que tu consommerais des films? En fait, Disney, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent du contenu, toujours plus de contenu qui n'est pas forcément de qualité, mais du contenu qui va te faire venir en salle, qui va te faire regarder, qui vont te permettre d'avoir tout ton temps de cerveau humain disponible pour qu'ils formatent des adultes qui vont continuer à penser et à consommer Disney. Et il ne faut pas oublier que fut un temps, vous savez, avec les Jonas Brothers, il y en avait plein qui avaient des purity rings pour dire « moi je reste vierge jusqu'au mariage ». C'est-à-dire que Disney a un réel impact sur la société, sur les messages qu'ils véhiculent. Et donc la seule logique de ces gens-là, des gens qui apprécient Disney, c'est de se dire « est-ce que j'ai été diverti? Est-ce que j'ai été assez diverti? Est-ce que ça m'a autant diverti que le dernier ?» C'est comme quand tu manges un yaourt, est-ce que celui-là, il m'apporte la même satisfaction client que le précédent? Pour constater à quel point ces gens-là sont aliénés, sachant que nous sommes tous en partie aliénés, je ne peux que conseiller de regarder des films de Guy Debord. Alors c'est un situationniste, je vous laisserai chercher ce que c'est, mais c'est un peu marxiste, donc ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Reste, c'est quelqu'un qui a compris
la société du spectacle qui a compris ce que c'était, qui a compris ses tenants, ses aboutissants, et que les gens qui étaient élevés dans cette société du spectacle-là ne pouvaient pas s'en émanciper, n'avaient rien à dire. En fait, ils étaient totalement lobotomisés, aliénés. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La Société du spectacle, il a fait un film qui s'appelle La Société du spectacle, et il a fait, après que son film soit sorti, un court-métrage qui est visible sur YouTube, que je vous conseille de regarder. C'est ce qui m'avait fait aimer Guy Debord, c'est que le mec, en fait, il vient, tu regardes son court-métrage et en fait, il désingue. Si tu as aimé son film ou si tu n'as pas aimé son film, il est en train de te mettre à l'amende et de te mettre à genoux parce qu'en fait, il te montre à quel point tu n'as pas les capacités, à quel point tu es trop aliéné pour comprendre son film. Et donc, les quelques pouilleux qui traitent Godard d'élitisme, ils n'ont sans doute jamais vu de Guy Debord, parce que là, Guy Debord, c'est même plus de l'élitisme. On est au stade au-dessus. Et donc, dans son court-métrage, ça s'appelle Réfutation, blablabla, de tous les commentaires, tant élogieux que négatifs, sur la société du spectacle, un truc du genre, hein, je récite de tête. Ce qu'il raconte, c'est que les gens sont trop aliénés pour pouvoir produire le moindre commentaire intelligent. Cette falsification naïve et cette approbation incompétente, qui sont comme l'odeur spécifique du spectacle, n'ont donc pas manqué d'illustrer les commentaires, diversement incompréhensifs, qui ont répondu au film intitulé « La société du spectacle ». L'incompréhension dans ce cas s'impose pour encore quelque temps. Le spectacle est une misère bien plus qu'une conspiration, et ceux qui écrivent dans les journaux de notre époque ne nous ont rien dissimulé de leur intelligence. Ils emploient couramment tout ce qu'ils en ont. Que pourraient-ils dire de pertinent à propos d'un film qui attaque en bloc leurs habitudes et leurs idées, et qui les attaque au moment où eux-mêmes commencent à les sentir s'effondrer dans chaque détail? La débilité de leur réaction accompagne la décadence de leur monde. Ceux qui disent qu'ils aiment ce film ont aimé trop d'autres choses pour pouvoir l'aimer. Et ceux qui disent ne pas l'aimer ont eux aussi accepté trop d'autres choses pour que leur jugement ait le moindre poids. Qui regarde la pauvreté de leur vie comprend bien la pauvreté de leur discours. Je vous conseille bien entendu de regarder La Société du spectacle et de regarder Réfutation, machin truc. Vous pouvez même le regarder avant, histoire de comprendre de quoi ça parle, et regarder La Société du spectacle ensuite. Mais je vous invite vraiment à les voir, parce qu'en fait, il y a plein de petites piques qui sont totalement actuelles. On peut prendre son texte, on n'a même pas besoin de changer les noms parce qu'il ne cite pas de nom, et dire voilà, bah ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui, et voir à quel point les Disney BA sont totalement aliénés. Et je parle là des Disney BA, mais ça marche pour toutes les grosses productions, pour tous les gens qui sont prêts à se vendre pour des produits capitalistes. Et donc là, j'ai envie de vous lire un extrait de Pier Paolo Pasolini dans Écrit Corsaire. Alors lisez Écrit Corsaire, c'est vachement bien, surtout si, comme moi, vous trouvez que les antiracistes, les antifascistes sont quand même un peu fascisants. Il y a quand même des beaux chapitres, peut-être qu'on les lira une fois, je vous lirai des extraits, pour montrer qu'en fait, les antifascistes, c'est un peu des débiles profonds. Et c'est Pasolini qui explique également que les vrais prolétaires à mai 68, ce n'étaient pas les fils à papa qui se révoltaient, c'était les CRS. Alors là, il compare le capitalisme au fascisme. Aucun centralisme fasciste n'est parvenu à faire ce qu'a fait le centralisme de la société de consommation. Le fascisme proposait un modèle réactionnaire et monumental, mais qui restait lettre morte. Les différentes cultures particulières, paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières, continuaient imperturbablement à s'identifier à leur modèle, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en parole. De nos jours, au contraire, l'adhésion au modèle imposé par le centre est totale et inconditionnée. On renie les véritables modèles culturels. L'abjuration est accomplie. Et donc là, on est exactement dans ce que je viens de décrire. On est avec des gens qui renient leur passé, qui renient les contes qui font partie de leur histoire au profit d'une merde disneyisée, niaise, mondialisée, bien sûr américaine. Alors beaucoup d'entre vous me diront « oui mais on s'en fout ». Ok, peut-être que tu t'en fous. Mais si je pense que tu peux t'en foutre d'énormément de choses, d'accord, que tu peux t'en foutre par exemple des gens qui crèvent au Yémen à cause de la guerre, que tu peux t'en foutre des flux migratoires, que tu peux t'en foutre de la politique de Macron, que tu peux t'en foutre des abattoirs et des animaux qui se font tuer, que tu peux t'en foutre des attentats terroristes parce que tu dis que statistiquement tu n'as aucune chance d'être atteint, ce genre de choses. Et c'est vrai, potentiellement tu peux ne jamais être touché par ça parce que tu ne seras jamais un animal en abattoir, parce que tu ne seras jamais au Yémen, parce que il n'y a quasiment aucune chance que tu meurs dans un attentat terroriste. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucune, je dis qu'il n'y en a quasiment aucune. Mais là, ça, ce dont parle Debord, ce dont parle Pasolini, ce dont je parle, ça te concerne? Ça te concerne vraiment? Ça te concerne personnellement? C'est-à-dire que cette aliénation qu'ils décrivent, elle te concerne. Et il n'y a aucun échappatoire. Tu regardes Disney, tu consommes Disney, tu penses Disney, tu adhères au modèle imposé par Disney.
si tu arrives à t'en foutre de comment est formaté ton propre cerveau, comment est formatée ta propre conception du monde par une entreprise capitaliste, si tu t'en fous de ça, mais tu es un aliéné,